Vous avez déjà eu un voisin tellement imbu de lui-même, tellement déconnecté de la réalité, qu'il va jusqu'à voler votre électricité depuis l'intérieur de votre garage et ensuite il agit comme si c'était vous le problème. Ouais, c'est ce qui m'est arrivé. Et le plus dingue, tout a commencé avec une facture d'électricité complètement absurde. Je parle de ce genre de moment où votre instinct vous dit que quelque chose cloche. Un matin, je bois mon café, je consulte mon courrier et bam, je tombe sur ça. Une facture EDF tellement élevée qu'on aurait dit que j'avais hébergé un dragon dans le sous-sol ou installé une ferme de crypto-monnaie clandestine. Sérieusement, je vis seul, je bosse de chez moi comme designer de jeux vidéo, j'utilise à peine les lumières après 21 heures et la moitié de mes repas sortent du micro-ondes. Alors, quand la facture est passée de 68 à plus de 300 $, j'ai eu l'impression que mon cerveau allait cramer. Au début, j'ai cru que c'était le compteur qui déraillait ou peut-être une erreur de la compagnie. Mais bon, j'ai fait ce que ferait n'importe quel mec un peu parano, mais pas fou en 2024, j'ai installé une petite caméra de sécurité dans mon garage. Pas pour faire le buzz, juste pour m'assurer que tout allait bien. Je l'ai placé de façon à voir les prises électriques et le panneau principal, histoire que si un démon électrique squattait chez moi, je puisse le capturer en vidéo et devinez quoi ? 3 matins d'affilée exactement à 5h15, la caméra détecte un mouvement. Les 2 premières fois, je me dis que c'est sûrement un chat ou un raton laveur. Mais la 3e matinée, j'ouvre la vidéo et là je manque de lâcher mon téléphone. Elle était là, voiturette de golf, finition dorée, lunettes de soleil aussi larges qu'une assiette. Madame Delphine Mercier, la présidente de notre syndicat de quartier, qui entre dans mon garage comme si c'était le sien et qui branche son joujou électrique, comme si elle était à une borne publique au Club Med. Mais laissez-moi revenir un instant en arrière. Je vis à Bois-Rosé, un de ces quartiers résidentiels ultra léchés, où chaque maison semble avoir été clonée par une IA avec un goût douteux. J'ai hérité de la petite maison de ma grand-mère quand elle est décédée. Et je mène une vie plutôt tranquille, discret. Je ne suis pas membre du syndicat, je n'en ai pas besoin. Ma maison est juste en dehors de leur juridiction, mais assez proche pour que Delphine le prenne personnellement. Elle m'a toujours regardé de travers comme si j'étais la poussière sur son parquet parfait, comme si elle attendait juste une excuse pour m'éjecter de son univers bien rangé. Mais ça, c'était un tout autre niveau. Non seulement elle me volait de l'électricité, mais elle le faisait depuis des mois. Même heure, même routine. Elle arrivait à 5h15, ouvrait mon garage avec un double de clés volées, branchait son petit véhicule, faisait quelques appels, comme si de rien n'était, et repartait avant même que je sois levé. On aurait dit une chorégraphie répétée. J'aurais pu appeler les flics, j'aurais pu balancer la vidéo sur Internet et lancer un lynchage public. Mais j'ai pas fait ça. Je voulais être plus malin. Voyez-vous, je conçois des jeux vidéo, des mécaniques de pièges, des défis des systèmes qui donnent l'illusion du contrôle jusqu'à ce que le joueur se prenne un mur. Alors au lieu de m'énerver, j'ai installé une petite surprise discrète. J'ai connecté un relais électrique dans mon système bien caché en aval du panneau principal. Programmé pour couper le courant exactement 5 secondes après que Madame Mercier branche sa voiturette. Juste assez de temps pour qu'elle pense que tout fonctionne. Et puis pouf, plus rien, batterie KO et elle complètement paumée. Le matin suivant, c'était l'heure du spectacle. 5h15, Delphine débarque comme prévu. Ouvre mon garage, branche sa voiturette comme d'habitude. Elle regarde son téléphone s'installe confortablement, et là les voyants s'éteignent. Elle attend, débranche, rebranche, toujours rien. À 8h, elle revient cette fois avec un électricien nommé Pascal Costaud, le regard fatigué. Je les observe depuis mon salon, monté à la main, comme si c'était un épisode de série. Il fouille en testant, ne trouve que rien. Pascal hausse les épaules, encaisse son chèque et repart. J'aurais pu en rester là. Mais elle n'abandonne jamais. Plus tard dans la journée, quelqu'un frappe à ma porte et ce n'est pas elle. C'est Thierry Mercier, son mari. Et l'homme, il avait l'air brisé, blême le dos voûté comme s'il portait 10 ans de secret. Il regarde autour de lui, baisse la voix et me dit « Elle ne sait pas que je suis là, mais je devais vous prévenir. » Ce n'est pas juste une histoire de voiturette. Il m'explique que Delphine a été virée d'une grosse boîte il y a 2 ans pour fraude, qu'elle a tout camouflé et s'est recréé une image de madame parfaite du quartier. Mais en réalité, elle manipule tout le monde. Elle invente des amendes, fait du chantage à ses voisins, détourne des fonds du syndicat. Et maintenant, elle veut aussi me broyer. Il m'a montré des relevés, des photos. Il m'a dit qu'il surveillait tout ça depuis un moment, mais qu'elle contrôlait chaque mouvement. Et là, c'était sa seule chance de parler. Et c'est là que j'ai compris, c'était pas juste du vol. C'était une maladie du pouvoir. Une femme qui avait besoin de tout dominer, même ce qui ne lui appartenait pas.
Je croyais juste piéger une voisine voleuse, mais en vérité, j'avais mis le pied dans une affaire bien plus vaste qu'un simple branchement électrique. Et ce petit relais de 5 secondes, il venait d'enclencher une réaction en chaîne, que même moi, je n'avais pas vu venir. Parce que le lendemain matin, alors que je revois les enregistrements en sirotant mon café tiède, quelqu'un frappe de nouveau à ma porte. Mais cette fois, ce n'est pas Thierry. C'est un homme nommé Ruben Alvarez, ancien flic, regard perçant, voix calme et désormais enquêteur privé spécialisé dans les affaires de corruption des associations de quartier. Il avait vu la vidéo virale de Mia, oui Mia, ma pote monteuse de génie qui a transformé la confusion de Delphine en un moment culte au ralenti, posté sous le titre « Présidente d'Ashoa piégée en plein vol de courant, la voisine geek contre-attaque ». 1 million de vues en 2 jours. Ruben me dit que c'était exactement le genre de preuve qu'il attendait. Delphine Mercier, dit-il, en posant un dossier épais sur ma table, ça fait 1 an qu'on la surveille. Et toi, tu viens de nous filer la pièce manquante. Ce qu'il m'explique, c'est que cette femme ne se contentait pas de voler de l'électricité. Elle dirigeait carrément un réseau. De fausses facturations entre quartiers, des projets d'entretien fictifs, des audits de sécurité imaginaires, tout ça encaissé par des sociétés écrans qu'elle contrôlait en douce. Des noms comme Société Civique, du Sapin Bleu ou Horizon Local Solutions. Un système parallèle sophistiqué, bâti sur le mensonge et les cotisations des habitants. Et moi, j'étais juste le type un peu trop curieux, qui avait appuyé sur le mauvais interrupteur au bon moment. Ruben me demande de continuer à filmer, de noter chaque entrée illégale dans mon garage, chaque mot, chaque comportement suspect. On construit un dossier fédéral qu'il me dit « Et ce que tu as, c'est de l'or ». Alors j'obéis. En parallèle, Delphine passe à l'offensive. Elle commence à envoyer des lettres officielles à tout le quartier. Elle m'accuse de piratage informatique, de sabotage, de réseau d'espionnage. L'une des lettres convoque tous les résidents à une réunion exceptionnelle de sécurité communautaire. Le ton est alarmiste. On dirait qu'elle veut me faire passer pour un danger public. Et croyez-moi, sa hargne n'a pas ralenti. Au contraire, plus je restais calme, plus elle devenait dangereuse. Mais elle ne savait pas que j'étais prêt. Le soir de la réunion, Mia installe son matos dans un coin discret de la salle polyvalente, caméras, micros, éclairage, tout le nécessaire. On lance le direct sur ces plateformes et en moins de 5 minutes, il y avait déjà plus de 300 personnes connectées. Le chat explosait. C'est la dame de la voiturette, le karma arrive, j'en suis sûr. Delphine entre posture droite, talons secs, dossier sous le bras, comme si elle allait plaider devant la Cour suprême. Elle pose des photos de mon garage, des captures de ma caméra de surveillance et commence un monologue où elle me traite de menaces numériques domestiques. Je dis rien, je la laisse dérouler, et puis pile au bon moment, Ruben se lève du fond de la salle. « Madame, dit-il, d'une voix grave et ferme, je vais devoir vous demander de vous arrêter là. » Silence total. Je m'appelle Ruben Alvarez, ancien inspecteur principal, enquêteur privé. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est de l'entrave. Ce que ce monsieur possède, c'est une preuve. Ce que j'ai ici, ce sont 6 mois de documents prouvant votre implication dans une fraude à l'échelle régionale. Vous n'êtes soit pas encore arrêté, mais ça ne saurait tarder. L'air a changé. Les gens se sont figés. Et là, Thierry se lève. « Je ne peux plus la couvrir, dit-il, la voix tremblante. Je vis avec ça depuis trop longtemps. Tout est vrai, chaque mot. Et là, le barrage cède. 5 autres voisins se lèvent. Il raconte comment elle est entrée dans leur garage sans autorisation, inventé des règles inexistantes, falsifié des amendes, détourné des fonds. C'était un effondrement, lent, implacable. Une chute filmée en direct. Le lendemain matin, le FBI débarquait chez elle. Et bien sûr, Mia streamait ça en direct. Plus de 2-3 millions de personnes regardaient pendant que Delphine tentait de supprimer des fichiers de hurler à la violation de ses droits, pendant que ses avocats appelaient en panique. Trop tard. Les agents ont tout trouvé compte offshore, fausses factures, fichiers audio, où elle parle à un certain Marc de neutraliser les éléments perturbateurs. Elle avait essayé d'engager des types du dark web pour faire pression sur les témoins. Vous imaginez tout ça? Pour une prise électrique. 6 mois plus tard, elle est condamnée à 7 ans de prison fédérale. Le conseil d'administration est dissous. Thierry Divorce donne tout son témoignage et ouvre un atelier de menuiserie communautaire. Ouais, apparemment il veut construire au lieu de détruire. Ruben devient directeur de la sécurité du quartier par intérim. On a maintenant une transparence totale sur les finances, les réunions HOA sont diffusées en direct et aucun membre ne peut autoriser une dépense sans validation croisée. Et moi j'ai remis un petit minuteur sur la prise du garage, cette fois avec un petit écran LED qui dit « Le respect au c'est gratuit ». L'électricité, pas toujours.
Le courant coupe après 4 secondes, juste pour le principe. Je vis toujours ici, toujours sur mon perron avec mon café. Sauf que maintenant, les voisins me saluent, certains empruntent des outils dans mon garage avec un sourire sincère et un merci. On n'a pas seulement nettoyé le quartier, on a reconstruit la confiance. Mais parfois, je vérifie encore le compteur. On ne sait jamais, hein. Parce que ce que j'ai appris dans cette histoire, c'est ça. Parfois, la justice arrive au tribunal, parfois avec des menottes, et parfois, elle arrive sous la forme d'un petit minuteur de 5 secondes installé par un mec tranquille qui en avait juste marre qu'on lui marche dessus. Et maintenant, je vous pose la question à vous. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Lâchez vos avis dans les commentaires. Est-ce que j'ai été trop gentil, trop malin, trop rancunier? Allez, parlons, justice, vengeance et karma de quartier. Ici et maintenant.